Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast de Diapason. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Zouar Avalson. Nous sommes ravis, Zouar, de t'avoir parmi nous sur ce podcast de Diapason. Bonjour Irians, bonjour à tous qui nous regardent. Je suis ravi aussi d'être là avec Diapason et avec toi. Alors, Zouar, d'habitude, je demande aux invités de se présenter. Et nous allons faire, alors ou différemment, on va faire une exception aujourd'hui parce qu'il y a peut-être d'autres invités qui vont demander la même chose, euh, puisque tu préférais plutôt que je te présente. Et c'est vrai que c'est assez spécifique parce que tu as moult casquettes. Tu es écrivain, romancier, éditeur. J'allais dire historien, chercheur d'histoire, parce que voilà, je trouve que tu arrives à éditer des livres sur certains personnages, mais dis-nous en plus un peu par rapport à toutes ces casquettes que tu as, toutes ces occupations, passions que tu as. C'est vrai. Pour simplifier, je vais peut-être dire que j'écris des fictions. En tout cas, c'est ce que je préfère faire. Je préfère la fiction pour la liberté que ça me donne, Oui, pour la forme comme pour le contenu. Le oui, jeu, en fait, dans une fiction, c'est de trouver la forme qui correspond au contenu. Et, en dehors de cette correspondance qu'il faut trouver pour réussir l'ouvrage, on est très très libre. Et donc, oui, je préfère qu'on dise que j'écris des fictions, même si je fais aussi les autres choses que tu dis, l'édition, la traduction, l'écriture d'autres choses comme les contes ou des documentaires historiques ou autres. oui. Euh, Ça, c'est plutôt des charges que je me suis attribuées par défaut de d'autres personnes qui le fassent ou parce que c'est nécessaire, étant éditeur et en voulant faire des livres bilingues, par exemple. Oui. Euh, Évidemment, ça coûte cher de faire travailler un autre traducteur alors que je suis là à disposition. Ben oui, et que Et, tu parles les deux langues et tu écris les deux langues. voilà. Et donc, du coup, exploiter par exemple cette possibilité. Au départ, je ne pensais pas du tout en faire être traducteur entre guillemets. Mm. C'est, on avait édité de livres de contes pour les enfants. On Oui, voulait que ça soit en bilingue oui, euh, pour plusieurs raisons qu'on abordera peut-être tout à l'heure. oui. Euh, et ben, je me suis mis parce que je pouvais le faire. C'est un peu le cas de toutes les choses que j'ai fait en fait. Je les ai fait parce que je pensais que c'était nécessaire de les faire et que je pouvais le faire moi-même. Voilà. Mais évidemment, si j'avais trouvé d'autres moyens, euh, je n'aurais fait que écrire mes fictions qui m'amusent c'est pas juste le côté amusant évidemment, mais c'est vraiment là où je peux être le plus libre et c'est ça que j'adore dans l'écriture. Ouais, je comprends. Alors, avant que de plonger dans cette passion que tu as, parce que c'est effectivement la passion des fictions et donc de l'écriture que tu as, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière parce que tu as quand même d'abord été un étudiant en droit, tu as fait une thèse sur les zones franches. Euh, Exact. il y a quand même eu un pivot à un moment donné entre les études de droit et l'écriture, les publications. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette histoire? Effectivement, après mon bac et le service national, je ne sais pas si tu connais ce que c'est.
Tu l'as fait? Non, je ne l'ai pas fait, mais je sais ce que c'est. C'était déjà, ça n'existait plus à ton époque. Ouais, Alors, donc, moi, après le service national, je suis venu étudier le droit à Paris, c'est vrai. Euh, c'est un, c'est plutôt, ben, c'est naturel, je pense, dans toutes les familles, d'envoyer leurs enfants faire des études. Ça rassure bien les parents d'étudier le droit. Je voulais déjà écrire, mais bon, c'est sûrement plus rassurant pour les parents de dire on te prépare pour avoir un vrai métier. un Euh, avenir stable et normal. oui, oui. Pour mon cas, c'est aussi, j'ai accepté de le faire, même si je voulais écrire, peut-être parce que j'étais prudent, euh, parce que oui, c'était pas évident de but en blanc comme ça dans la vie, de tiens, je vais faire qu'écrire. Bien Et, sûr. euh, et donc, euh, j'ai étudié, mais avec cette petite idée en tête, c'est que dès que je pourrai, je ne ferai plus qu'écrire. Euh, et donc, je me suis arrêté après la maîtrise D'accord. à l'époque, et j'ai essayé d'écrire des choses, mais je ne suis arrivé pas à grand-chose en fait. J'écrivais des petites nouvelles, des romans qui n'ont jamais été finis. D'accord. Et je n'avançais pas beaucoup. OK. Et je me disais, c'est peut-être parce que j'ai arrêté les études que Ah, tu t'es culpabilisé comme ça en disant que c'était peut-être parce que tu as arrêté les études oui, que qu'il ça y a une marchait certaine pas. culpabilité derrière qui disait que ça m'empêche d'avancer, et ça m'empêchait d'avancer. Et puis bon, c'était aussi nécessaire hein, dans ma vie personnelle. Je voulais rester en France et donc j'ai refait un DEA et après, comme ça a bien marché, ben, j'ai continué sur la thèse. Alors, tu voulais que je parle un peu de ma thèse, c'est ça ou Oh, c'est pas juste le sujet? forcément, mais c'était plus le pivot en fait. C'est toujours intéressant les trajectoires dans le sens où les pures lignes droites existent rarement finalement. Donc, Oui, oui. Ben, en fait, l'envie, le désir d'écrire était là depuis longtemps, depuis ouais, l'enfance même. ouais, Mais c'est sûr que voilà, il m'a fallu le temps de d'avoir le courage de dire allez stop. Et même quand j'ai eu ce courage-là, je te dis, quand j'ai dit allez le faire qu'écrire, ça n'a pas trop marché. Il a fallu que je finisse vraiment jusqu'à la thèse de doctorat, ouais, qui est aussi une sorte de petite revanche familiale. Euh, en fait, mon père était il vivait donc était jeune pendant la colonie. Il a fait ses études, mais et, il n'a pas eu le droit de passer le bac étant un indigène. oui, Donc, il a eu le diplôme maximum pour les indigènes à l'époque. Ça s'appelle un CAE. J'ai ouais. vérifié depuis. C'est un certificat d'aptitude à l'enseignement. D'accord. Donc, Donc, avec t'étais ça, il orienté. pouvait enseigner, Ok, travailler dans les bureaux. Il a été traducteur aussi à un moment. Il d'accord. est vraiment traducteur, traducteur interprète à l'époque. Enfin, il travaillait pour un gouverneur quelconque, j'imagine. Ok, Et, mais à l'indépendance, il y avait l'université Charles de Gaulle à Antananarive. oui, Il y avait un département de droit. Et comme on était indépendant, il pouvait aller à l'université, mais il n'avait pas le bac. oui, Et donc, il a fait une capacité en droit qui n'a pas besoin du diplôme de baccalauréat. Il faut avoir un niveau terminal, ce qu'il ouais, avait. Et il a passé donc sa capacité en droit. Et donc, d'accord. pour moi, le fait d'aller jusqu'à la thèse de doctorat, c'est un peu pour dire, voilà, c'est pour venger un peu mon père. Ouais. Comme quoi, on a tous nos histoires et nos héritages familiaux qui, quelque part, nous poussent dans une certaine direction. Et puis après, il y a C'est vrai. nos aspirations propres qui arrivent. Donc,
Tu disais que l'envie d'écrire, et c'est ce que tu nous racontes déjà là, hein, finalement, l'envie d'écrire a toujours été là, ça a toujours été présent, sans qu'il y ait forcément des écrivains autour de toi. Mais alors, il y a une question qui vient, c'est ta langue d'écriture. Parce Ah, qu'effectivement, il y a Dzouar traducteur, mais il y a oui. Dzouar romancier, qui est plus un romancier qui écrit en français, en fait. Alors, Oui. comment, pourquoi, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce choix de la langue? Ou peut-être cette naturalité cette spontanéité vers la langue française pour écrire? Oui, le français était pour moi comme une sorte de langue promise. En fait, l'écriture m'est venue par l'amour de lecture. J'aimais beaucoup lire depuis que j'étais enfant. Euh, et il me manquait dans cette enfance-là des livres en malgache. Il n'y en avait pas beaucoup. Alors, il n'y avait pas d'écrivain dans ma famille, même si mon père, comme tous les autres chrétiens de son époque, écrivait des cantiques, des choses comme ça. euh, euh, J'étais entouré quand même de livres, hein. Mon père, en fait, après sa capacité en droit, il a fini quand même imprimeur. Donc ça, il y a un petit changement. Il est imprimeur, on avait des livres à la maison. Et moi, j'étais boulimique. Je lisais les quelques livres en malgache pour la jeunesse de l'époque. Il n'y en avait pas beaucoup. Et après, en fait, j'ai lu des livres en français. Je suis nourri de livres en français, qui fait que, à cause de cette nourriture, euh, une fois que je voulais écrire, eh bien, c'était spontanément que je pensais qu'il fallait écrire en français. Euh, et en fait, le monde que j'ai trouvé en français était plus vaste. Euh, Ah oui. il y avait pas beaucoup de traductions à l'époque. Mm. Et donc, je lisais beaucoup de livres en français, des livres français, mais aussi des livres d'ailleurs traduits en français. Et c'est ce qui me nourrit, après c'est ce qui m'a nourri, qui m'a poussé à écrire en français, en fait. Ouais. Et c'est ce qu'on pense que, en tout cas, moi, ce que je vois quand je te lis, et sans doute que les auditeurs ou qui te connaissent déjà ou qui vont te découvrir, c'est un français bien à toi. C'est un français, en tous les cas, qui nous immerge dans un certain univers, dans une certaine atmosphère. Et donc, c'est certes la langue française et en même temps, on se retrouve vraiment à Madagascar, à Antananarive, ou en tout cas en fonction des univers dans lesquels tu nous plonges. Oui, effectivement, j'écris beaucoup sur Madagascar, sur Antananarive, la ville où j'ai grandi. Euh, mais non seulement, donc il y a ça dans le contenu de mes livres, mais même dans l'écriture, quand j'ai pris conscience en fait euh, que, que j'ai en quelque sorte euh, abandonné, enfin choisi d'écrire en français, j'essaie de me rattraper dans cette langue-là en y implantant le plus possible du français. Alors, ça peut être juste il y a déjà le contenu dont tu as parlé tout à l'heure, l'univers, mais il y a des formes du malgache que des fois j'emprunte aussi dans mon écriture, des formes que j'ai découvertes en faisant des traductions, en fait. Euh, je voulais au départ, c'est des essais, c'est comme des jeux. En fait, j'essayais de traduire mot à mot des choses malgaches en français, et ça donnait un son différent du français. Et, et après, j'ai travaillé ce style mot à mot. Évidemment, il y a des choses un peu impossibles. Par exemple, en français, les phrases sont souvent dans la forme active.
Et le malgache, c'est l'inverse. On fait plutôt la forme passive. Et tu as un français vraiment bizarre si tu Oui, traduis ça en mot à mot. Donc là, je suis obligé d'adopter la forme active française. oui, Euh, il y a aussi des choses en malgache, on ellipse souvent le sujet. On est tellement modeste, tellement timide qu'on n'ose pas dire je. Alors, des fois, je vais vers ça, je tends vers ça. oui, Même si je trouve que maintenant, les Malagasy doivent un peu abandonner cette timidité-là et mm, qu'il faut qu'on ose dire, il faut qu'on ose dire je. Et donc, des fois, j'insiste sur le je, mais des fois, au cours des constructions de phrases, j'ellipse les phrases et je mets pas de sujet. ouais. C'est très intéressant ce que tu dis parce que d'un côté, ça donne envie de plonger dans une sorte d'analyse presque sociologique par rapport à notre langue, de ce que ça veut dire, ce fait d'être dans un mode plutôt passif, de ne Mm, pas être le sujet. Donc, mm, ce serait très intéressant de plonger dedans. Et c'est vrai que moi, par exemple, je te l'avais dit, quand j'ai commencé à te lire, mm, je trouvais que c'était perturbant au début parce que je crois mm, on a on doit franchir une étape en fait. mm. Et donc Oui, s'adapter à ce fameux oui, exercice que tu as mis en place oui, d'aller chercher presque la forme grammaticale de la langue malgache et de l'écrire en français. Donc, mm, et c'est vrai que du coup, la traduction t'est venue finalement assez naturellement parce que là aussi, il y a, je trouve que en ayant traduit des grands classiques comme Fufumbat ou des Malal, c'est une façon aussi de vraiment élargir le public et de rappeler que ces grands classiques existent. oui, en fait, nous, on n'en parle pas beaucoup, évidemment, surtout en France, mais la littérature malgache, quand même, en malagas, en langue malagas, ça fait longtemps que le malagas est écrit, avant même d'être en littérature, en écriture latine, comme l'a choisi de le faire le roi Radam en 1823 était déjà écrite en sourabé auparavant, c'est-à-dire en empruntant l'écriture arabe. Oui, Euh, en fait, les Malagasy ont écrit depuis longtemps et on a une littérature importante, mais qui ne sort pas de notre île parce que très peu de personnes le parlent en dehors de Madagascar. oui, Et, et je voulais rendre honneur à cette littérature-là parce que ça fait partie des livres qui m'ont nourri, même si on n'a pas beaucoup. Et je voulais rendre honneur à cette littérature-là et puis aussi euh, faire connaître ailleurs, parce que tu as cité le Fufumbat, que le dernier que j'ai traduit là, c'est Laivuchin Nouf, un autre roman de Emilson Daniel Ndemalal. C'est des livres qui ont formé des milliers de malgaches, enfin la plupart de ceux qui ont passé le bac en malgache oui, ont dû étudier ces livres. Et donc ici, je veux dire en France, euh, lorsque déjà tout le monde me découvre et on connaît pas on connaît quelques-uns euh, des écrivains malgaches, mais personne ne connaît un des malades ici. Et je voulais, en même temps, c'est une sorte de fierté de ma part de dire, de montrer en disant, vous voyez, on a un grand romancier aussi avec un style bien à lui, des choses qu'il raconte, des formes de contenu euh, qui sont exceptionnelles et j'étais très fier de les traduire. Et en même temps, ça m'armait également pour l'écriture. Alors, au fur et à mesure de l'évolution, évidemment, les traductions, j'ai commencé ça un peu après l'écriture, en fait. oui, Et à chaque fois, j'apprends des nouvelles choses et dans dans ces tentatives de traduction, j'ai essayé de me trouver un style.
Oui. des styles propres à moi, euh, et, qu'on peut trouver étrange. Mais je suis très content lorsque des Malgaches qui me lisent en français arrivent à y reconnaître alors des choses étranges au départ, et puis peu à peu s'habituant, arrivent à trouver du malagasy. Ouais. J'étais très content l'autre fois quand j'avais présenté mon, mon roman Amour, patrie, soupe de crabe à l'Institut français de Madagascar. Il y Oui. avait Michel Soussan. À la fin, j'ai lu une partie du premier chapitre et elle m'a dit mais c'est du kabar que tu fais. C'est Oui. du kabar en français. Alors, quand j'entends ça, je dis ah bah il y a au moins quelqu'un qui a compris ce que j'avais envie de faire. Alors, je ne réussis pas toujours, mais quand c'est comme ça, c'est génial. Ah oui, non, elle est magnifique cette première partie d'amour, patrie et soupe de crabe, parce que tu fais un kabar et en même temps tu te rebelles un petit peu contre le kabar aussi. Euh, Oui, 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 parce que voilà, il y a toujours ça chez moi, cette idée de travailler sur euh, nos connaissances traditionnelles, notre discours traditionnel, pas oui, seulement les discours, mais les autres us et coutumes, parce oui, que c'est important de les connaître. oui, On est dans une société mondialisée, le monde évolue. oui, Euh, Avant de sauter le pas, aller vers les rangs de la manière de Kinshasa, c'est important de connaître nos propres us et coutumes, exactement. quitte même à les bousculer, à les contester quand c'est nécessaire, mais c'est important de les connaître. Oui, Et moi, je trouve que notre société est, est encore engluée là-dedans. On a tellement euh, souffert de la colonisation, je veux dire souffert dans le fait que on nous dit que ce qu'on était n'est pas bien et que la modernité, c'est devenir, elle est meilleure. voilà, et meilleur, que soit on abandonne carrément tout ce qui nous fait de nous des Malagasy, Oui, et pour prendre pour les us et coutumes des épouser, autres. oui, Voilà, on a c'est un complexe intéressant, le complexe. C'est toujours intéressant pour les écrivains, pour les raconteurs d'histoires, parce qu'on peut en tirer plein de choses. Mais et donc maintenant, comme on a été un peu coupé de ce qui a fait nous-mêmes, on est dans une recherche frénétique de l'ancien mm, et de dire que c'est magnifique, c'est beau, etc. Mais il y a des choses qui n'étaient pas bien aussi c'est sûr. de cette époque-là. Et des fois, on se laisse enfermer dans cette forme ancienne Oui. qui ne fait pas avancer les choses. Et Et donc, cette, en même temps, je le réfère à ça, ouais, et en même temps, j'essaie de les travailler pour ouvrir à autre chose. Et si possible, évidemment, si on peut changer certaines, euh, il y a des domaines où c'est vraiment nécessaire. bien sûr. Euh, bon, on n'y arrive pas encore, mais par exemple, dans mon dernier roman, Tribunal des cailloux, Oui, euh, là, je vais à fond contre des choses qu'on pense être la sagesse traditionnelle. Mais peut-être que c'est pas une sagesse, et que peut-être qu'il vaut mieux changer. Euh, je vais parler plus précisément, par exemple, de la hiérarchie, oui, les hiérarchies sociales oui, entre les genres ou entre les enfants et les adultes. oui, Euh, en fait, ce qui nous est resté, c'est une sorte de hiérarchie. Alors que la sagesse, peut-être, à mon avis, c'est plutôt le respect de chacun. oui, Mais ce qui nous est resté, parce que c'est ça, en fait, lorsqu'il y a des interférences, que ce soit extérieures, on a eu beaucoup d'interférences extérieures, on a gardé juste l'enveloppe de la pensée. le côté coercitif.
le côté coercitif et contrainte, en fait. Voilà. Et en fait, on a gardé juste cette euh, l'enveloppe. Alors, qu'est-ce qu'on voit à travers ce qu'on respecte les gens? Euh, les gens retiennent, si on les respecte, c'est qu'ils sont supérieurs. Oui, Et pourtant, ce n'est pas ça, je pense, la sagesse oui. malgache. Mm. Alors, on fait des sortes de hiérarchies entre les gens, entre les sexes. Alors, moi, je pense que le malgache ancien respectait la femme. Maintenant, on les considère comme des fanakamadim qu'il faut protéger. Oui, Euh, et je pense que ce serait bien qu'on revienne vraiment au respect juste parce que c'est un être humain. mm. Mm. Euh, on nous efforce aussi de respecter toujours les anciens, chose que je ne conteste pas, mais quand respecter les anciens veut dire dérespecter les jeunes, je trouve que c'est pas bien. Bien sûr, On respecte les anciens parce qu'ils ont plus de responsabilités que les jeunes. tout à Les fait. adultes ont plus de responsabilités que les enfants, et donc on les respecte. Mais c'est pas pour autant qu'on doit imposer tout ce qu'on veut aux enfants. Et c'est Et là aussi. des genres de choses qu'on prend à moitié parce qu'on a un petit peu perdu ce qu'il y a autour, euh, je pense que ça fait partie de mon travail de rappeler les vraies valeurs. Et quand c'est juste l'apparence, l'enveloppe qui nous reste, il m'appartient de casser cette enveloppe et en quelque sorte, voilà, dévoiler les choses et dire attention, ce n'est pas bien. Oui, il y a- Ça fait un peu moraliste tout ça, mais non, mais c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'encore une fois, ça fait partie de ça fait partie de la construction que nous avons tous en tant que malgaches, en fait. Euh, Mhm. et c'est une construction qui est pas simple parce qu'effectivement, c'est une construction individuelle, mais c'est aussi une construction collective et par rapport à notre héritage. Et ce que tu dis par rapport au respect des anciens, comme tu dis, moi, par exemple, ce que je vois, c'est que les anciens veulent être respectés, ce qui est OK. Et effectivement, comme tu dis, on ne le conteste pas. En revanche, Mhm. avoir des droits, c'est aussi avoir des devoirs. Donc, ça veut dire que Exactement, tu es un ancien ou quand tu te considères comme un ancien, donc il y a une sorte de responsabilité et de rôle modèle que exactement, tu as en exactement. termes de Mhm. sagesse, en termes Mhm. de, enfin, sur un certain nombre d'aspects et de Mhm. compartiments de ta Mhm. vie. Et, Mhm. et C'est c'est pas là juste un titre. exactement. Être ancien, c'est pas juste un titre. Et on a un peu trop souvent tendance à ça. C'est que je suis devenu un ancien, donc tout le monde va me respecter juste comme, voilà, c'est un Exactement. titre de directeur ou de président. On en raffole à Madagascar de ces Ah, honorabilités. j'adore dans Amour, Patrie, Soupe de Crabe la façon dont tu décris les titres avec les acronymes, avec Rabedas, là, Justin Rabedas qui est qui travaille dans Il va l'amour. être directeur à tout prix. Incroyable. C'est écrit d'une façon vraiment représentative et en même temps hilarante, en fait. Euh, Ça, c'est à un moment donné Oui. ridicule. Donc, très intéressant. Très intéressant. Alors, on a un petit peu dévié, Edouard, mais on est resté. D'accord. Euh, parce qu'effectivement, à un moment donné, toi, tu as fait quand même des va-et-vient entre donc la France, Madagascar, la Réunion aussi, à un moment donné, tu es revenu à Madagascar. Et on en a un petit peu parlé, le fait que Sophie Bazin, donc ton épouse, et toi-même deveniez éditeur, et donc que vous lanciez cette maison d'édition d'Audovol. C'était un petit peu c'était pas forcément comme tu dis une volonté, mais c'était une nécessité à un moment donné parce que le vide, le vide, tout Oui, simplement, oui, oui. la nature a horreur du vide. Donc à un moment donné, vous vous êtes dit, on va lancer une maison d'édition. Euh, C'était plus ou moins ça. Plus exactement, Sophie avait vraiment la volonté de monter une maison d'édition.
Sophie est artiste plasticienne Mm. et en fait, elle s'est rendue compte que les catalogues qu'elle faisait avec sa bande d'amis plasticiens, bon, je les accompagnais à l'époque. Ouais, Euh, J'écrivais les textes des catalogues qu'il fabriquait. ouais, Elle trouvait que les catalogues, en fait, euh, personne ne les regarde vraiment. On se précipite dans les vernissages pour en avoir un, mais après, bon, on les feuillette et et ça reste dans voilà. les toilettes au mieux. On regarde de temps en temps ou dans une bibliothèque. Ouais, Mais elle s'est rendue compte que on venait d'avoir notre premier enfant, mon garçon, et elle s'est rendue compte que les livres pour enfants étaient ouverts partout dans la maison. C'est jamais rangé, c'est jamais rangé dans l'étagère fait pour ça, et ouais, c'est ouvert dans la cuisine, sur les tables, sur les lits. ouais, Et elle s'est dit que pour montrer des œuvres d'art, c'est peut-être mieux de faire des livres pour enfants que des catalogues. Et c'est de cette envie-là qu'on est parti. Mais donc la première collection de vol, mm, c'est une collection de livres d'art pour enfants, où on ouais, montrait en pleine page des œuvres d'art, que ce soit de la peinture, de la sculpture ou autre chose. On le montrait en pleine page, donc c'est des images ouais, accompagnées par un petit texte d'auteur. C'est en quelque sorte le texte qui illustre pas l'image, qui illustrerait l'image. oui, Mais en fin de compte, après cette première collection, tu as raison, c'était la nécessité. On était à Madagascar à ce moment-là. On s'est rendu compte que, en fin de compte, que le, les livres pour enfants n'ont pas beaucoup plus. Il n'y a pas beaucoup plus de livres pour enfants euh, dans les années 2000 ouais, que à mon époque quand j'étais enfant. ouais, ouais, Et là, on s'est dit, là, il y a une nécessité. Et donc, on a commencé à faire les livres de contes bilingues pour les enfants. ouais, Et puis, on a vu aussi que même pour les documentaires, en France, il y en a plein de sujets qui sont adaptés aux enfants, n'importe quel sujet. Et, on adore les voitures, et ben, on peut avoir un petit livre adapté sur ce que c'est les voitures. ouais, ouais, On veut comprendre la Deuxième Guerre mondiale, eh ben, il y a des livres très sérieux sur la Deuxième Guerre mondiale, mais il y a des livres adaptés aux enfants. Et à Madagascar, il n'y avait pas du tout. il n'y avait rien. Encore là, une nécessité. Donc, on a ouvert la collection Doc Doc, qu'on appelle nous Doc Doc. Oui, Donc, c'est un documentaire sur plein de sujets adaptés à la jeunesse. ouais, Adaptés à la jeunesse, c'est-à-dire que ça reste des documentaires, c'est sur des bases sérieuses. Donc, oui, mon travail là euh, de rédacteur, c'est de vulgariser en quelque sorte les connaissances justes et euh, correctes, mais l'adapter aux enfants. oui, Et puis, on ajoute des illustrations euh, dessinées par les enfants souvent euh, pour que ce soit accessible et que les enfants aient envie de lire. ouais, Parce que même pour les contes, donc la deuxième collection dont je parlais tout à l'heure, c'est les contes de Daubony Monteur, c'est des oui, contes. C'est pas qu'il y a des contes, c'est pas qu'il n'y a pas de livres de contes à Madagascar, mais il y a des livres de contes, mais ils sont à la bibliothèque universitaire. C'est comme des thèses en fait, à ouais, quatre. ouais, En fait, pendant la Deuxième République, il y a eu cette envie de revenir à nos traditions, de nous connaître mieux. d'accord, Et le ministère de l'enseignement de l'époque a oui, envoyé plein de stagiaires, plein d'étudiants, comme Damamadou, par exemple, il raconte ça dans une de ses oui, chansons. c'est On les a vrai. envoyés récolter les choses traditionnelles, Voir, en fait. toute notre littérature orale, Oui, les récolter à la campagne oui, et ils les ont bien faites.
ils ont bien Rédigé, tapusé tout ça. Et c'est dans des livres épais comme ça. incroyable. Euh, on a quatre tapés sans interdit. Ouais, ouais. Et, et tout ça, ça existe à la BU, mais il y a aucun enfant qui voudrait lire ça. Et je suis obligée de les montrer. Et voilà, Enfin, il fallait changer la forme. je, Voilà, je, c'est de... je suis obligée d'en montrer quelques-uns parce que là, tu es modeste en fait, mais l'une des spécificités de vos livres et de vos éditions, c'est vous êtes vraiment dans le travail de qualité. C'est-à-dire que pour les enfants, c'est vraiment des grands formats avec des illustrations, avec ce côté effectivement français malgache. Donc, beaucoup, en diaspora, mais aussi pour les malgaches, je trouve que c'est vraiment une ouverture en fait de pouvoir avoir ces deux langues dans un sens ou dans l'autre. Et toujours sur la partie édition, quand on parle de vos livres, il y a un choix graphique, mais il y a un choix de format, il y a un choix aussi de la qualité du papier. Euh, et cet ensemble fait que c'est une œuvre en soi. Il y a, il y a le contenu, mais le livre en lui-même est vraiment une œuvre et je trouve que par rapport à votre taille et par rapport à votre marché, vous travaillez énormément sur cet aspect esthétique, cet aspect qualitatif du livre. Merci beaucoup de l'avoir remarqué. En fait, ce travail-là, sur le papier, sur le graphisme, le choix des papiers, la couverture, des fois même des détails sur la collection Doc Doc, il y a une piqûre singère. C'est pas agrafé, c'est une autre façon de relier des livres, mais qui est très beau. Alors, tout ce côté-là, c'est l'œuvre de Sophie. Je disais qu'elle était artiste plasticienne. Elle tient à ce côté esthétique-là. C'est très important dans la conception même de Dodovol. Oui, On a en fait deux principes. Le premier principe, c'est de fournir euh, des livres aux enfants dans sa langue maternelle, d'où les livres bilingues. oui, Et le deuxième principe, c'est de faire des beaux livres. Et en fait, ces deux principes sont très importants pour l'évolution psychologique de l'enfant. bien sûr. C'est important pour l'estime de soi que cela va lui procurer. Moi, quand j'étais enfant, les seuls livres en malagasy étaient des livres reliés par des agrafes, euh, en carton un petit peu, Oui, mal imprimés. oui, Et quand je vais à la bibliothèque du CCAC à l'époque, le Centre culturel Albert Camus, on trouve des très beaux livres en oui, français, cartonnés avec des belles couleurs. oui. Je pense que c'est pas innocent dans mon choix d'écrire en français. Il doit y avoir quelque chose. Il y a une histoire d'estime de soi qui est de dire si je vais être bien, voilà, il faut que j'écrive dans cette langue pour que mon livre soit aussi beau. C'est Ouais. quelque chose comme ça. Et Oui, donc, quand Dodovol a évolué, euh, non seulement donc il y avait cette exigence esthétique chez Sophie, oui, mais ça a vraiment conforté ce qu'on voulait faire. Le fait d'avoir écouté d'autres éditeurs dans d'autres pays, de comprendre que l'évolution de l'enfant, c'est important dans son estime de soi d'avoir un livre dans sa langue, pas seulement dans sa langue, mais un beau livre. un beau livre. Ouais. Et vraiment, là-dessus, on, on fait tout pour arriver à ce résultat-là. Mais en tout cas, vous y arrivez et on mettra dans le podcast les liens pour que les auditeurs puissent aller les voir et puis potentiellement aller les acquérir. Euh, et toujours dans cette trajectoire, donc toujours dans la trajectoire du livre, il y a une autre initiative magnifique que vous avez lancée, qui est celle des cahiers de Lémurie. Et j'ai Les adoré. lettres de Lémurie.
Ouais, ouais, pardon. Et j'ai adoré la sorte d'épigraphe ou la sorte d'introduction que vous avez mise avec Sophie sur la façon dont l'idée était née sur les marches de ce salon du livre, aux Comores. Oui. Raconte-nous, parce que cette plateforme que vous avez réussi aussi à créer avec un grand nombre d'écrivains connus, moins connus, débutants, euh, Mm. vraiment très très belle et encore plus justement sur cette fameuse zone qui est la nôtre Mm. et qui est un Mhm. peu éloignée de tout. Ça, quelque part, ça poursuit encore cette volonté que tu as, que vous avez, d'aller faire sortir en fait les talents. Donc raconte-nous un petit peu. Alors, il s'agissait de faire sortir les talents, comme tu disais, et en même temps aussi, il s'agissait de se connaître, euh, de connaître nos collègues qui sont dans les autres îles de l'océan Indien. En fait, en tant qu'Iliens, on a ce travers-là à Madagascar de se croire un peu unique, qu'on a nos problèmes et qu'il n'y a que nous qui avons ces problèmes-là, qu'on est vraiment malheureux. Et moi, je voulais en fait casser un peu cette insularité parce qu'on n'est pas tout seul en fait. L'état du monde comme il est là, Madagascar n'est pas le seul à souffrir de la domination de l'Occident, de la France en particulier, ou etc. C'est l'état du monde, mais moi, ce que je voulais, c'est un peu désenclaver Madagascar. Je ne sais pas si, je crois pas que j'étais le seul dans ce cas, mais je suis arrivé déjà âgé à La Réunion. Bon, maintenant, on voyage plus facilement, hein, mais à mon époque, il y a très peu de gens qui voyagent. Lorsqu'on sort de Madagascar, où est-ce qu'on va? On va en France. Ben oui, Et il n'y a rien en fait de ce qu'il y a autour de nous. oui, Euh, quand je suis arrivé à La Réunion, j'avais 27 ans. Euh, je, je me suis rendu compte que les gens qui sont là-bas, ils ressemblaient beaucoup aux Malgaches. Et l'idée qu'on avait des Réunionnais, quand on est à Madagascar, en fait, l'idée qu'on avait, c'était les colons qui étaient à l'est de Madagascar, qui cultivaient de la vanille ou à la sacaille. Et donc, c'est des blancs étranges. On ne sait pas très bien ce que c'est. C'est des métis, en fait. créole. Et quand je suis arrivé à La Réunion, j'ai trouvé la plupart des gens ressemblaient à des Malgaches. Parce que en fait, on a des liens historiques. Bien sûr. J'ai connu toute l'histoire de l'esclavage, de la traite des esclaves, chose qu'on ne nous apprend pas à Madagascar. J'espère que maintenant, on commence à connaître cela à Madagascar. Hein. Dans Ratimlo, dans le documentaire que j'ai écrit sur le roi Ratimlo, la traite des esclaves, c'était une des bases De l'économie. de l'économie à l'époque. Et donc, nous, on avait, à travers les proverbes malgaches, on disait euh, ce qu'on a échangé contre des fusils. Hein, pour constituer l'État malgache, on a vendu des esclaves et on a acheté des fusils Oui, pour défendre l'État, pour constituer l'État. Et tout ça, on ne nous apprend pas à l'école. Quand je suis arrivé à La Réunion, quand j'ai découvert ça, j'ai halluciné. À Maurice, la même chose. Quand je suis arrivé aux Comores, quand on va à Mayotte, on, on surprend des gens par les malgaches, alors que c'est des Maoris ouais, euh, ou des gens joannais. Et puis, on regarde les livres d'histoire et on sait que Anjetsul, pour échapper à Ranaval 2, aux armées de Renly Harvoun, ben, il s'est réfugié à, Mayotte. à, à, à Mayotte où il est devenu le sultan. Ouais, Et pareil pour Armanet à la mort de Radam, qui s'est réfugié à Anjouan et est devenu le sultan d'Anjouan. ouais, Et donc, ouais. c'est l'histoire qui nous relie là. En fait, les Malgaches, on ne connaît pas. Lorsqu'on parle de l'extérieur de Madagascar, c'est la France.
Et Ouais. bon, maintenant, on commence à voir autre chose, mais tout ce que j'ai connu là, je voulais les transmettre aussi. Oui. Et quand on est arrivé quand j'étais invité au salon du livre des Comores, là, qui s'appelait Salon Indo-Océan, donc il y avait des écrivains de Maurice, de la Réunion et de Madagascar et des Comores. Oui. Euh, moi, je connaissais un peu certains des autres auteurs, mais on s'est rendu compte ensemble que non seulement on ne se connaît pas tous entre nous, mais nos publics ne connaissent rien en fait de nous-mêmes. Et il m'a paru important de dire il faut qu'on se fasse connaître, sortir chacun de nous. En fait, on n'avait pas de public sur place, nous non plus. Oui. C'est un malgache qui est écrit en France, qui est écrit en français. On était très peu connus à Madagascar, même si les gens ils disent on les connaît, mais on est très peu lus. Voilà, on est très peu lus. Et Ouais. pareil pour les Mauriciens, les Réunionnais, les Comoriens. Et donc, d'où cette idée de faire une plateforme commune pour nous faire connaître à notre propre public. Mais moi, comme je vais emmener des livres, eh bien, la revue à Madagascar, eh bien, il y aura le petit public de mes lecteurs qui vont me lire dans cette revue, mais qui liront en même temps une Ananda Devi, qui est une très grande écrivaine mauricienne, lira Sandoun Ben Ali, un grand poète anjouanais, Oui. Oui. et inversement. C'était l'idée des lettres de Lémurie. Pardon, je commence à parler d'un truc. Non, 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 mais en tout cas, moi, je sais que vous en avez publié 5, hein, je crois. Oui, on a fait donc 5 numéros de 2018, donc 2018, 19, 20, 21, 22, jusqu'en 2022. Oui. On a édité quelques 80 auteurs différents. Et oui. Donc, à chaque fois, on essaye de mettre quand même des locomotives, hein, Nanda Devi, Oui. les gens qui sont publiés dans les grandes maisons d'édition, parce que il nous fallait Peut-être construire donc, le peut-être de pauvres. lectorat, et puis faire admettre la revue comme une revue sérieuse. Mais on tenait aussi à faire connaître la relève, parce que il y a vraiment beaucoup d'écrivains qui sont nés dans ces années 2015-2024. Là, il y a en fait, c'est très dynamique, notre Mm. littérature, même si ça ne paraît pas beaucoup, on n'en entend pas beaucoup parler. Les littératures de cette zone est très, très dynamique. Et la malgache aussi, d'ailleurs, hein, en malgache comme en français, parce que, comme dans nos autres ouvrages, les lettres de Lémurie sont publiées aussi en plusieurs langues. Donc, c'est le français qui réunit la plupart des auteurs, mais Oui. on voulait aussi faire publier et faire connaître les auteurs qui écrivent dans d'autres langues dans cette zone. Donc, il y en a qui écrivent en malagasy, donc il y a la traduction française à côté. Il y en a qui écrivent en créole ou en malagasy maoré. Euh, et, euh, et donc, on tenait à faire connaître aussi tout cela. Ce qui fait que Cette diversité des langues. Et effectivement, il y a la diversité des langues de on le l'écriture. voit dans le livre. Tu commençais à parler de l'épanouissement et de la dynamique qu'a la littérature, on va dire, alors dans cette zone, mais Mhm. aussi à Madagascar. Justement, euh, quel constat fais-tu un petit peu du monde littéraire? Quelle évolution tu vois? Parce que certes, il y a une sorte il y a un mouvement plutôt positif euh, Mhm. que l'on voit, mais est-ce qu'on arrive à percer finalement? Est-ce qu'on arrive à percer ou alors il y a plus un rôle presque social ou sociologique d'aller d'aller, tu vois, faire passer un certain nombre de messages, comme tu le dis, mais ça reste finalement local. Comment tu vois les choses?
Alors, la dynamique de la littérature malagasy ne remonte pas à maintenant. Il y a déjà, en fait, on a une appétence euh, pour la littérature à Madagascar. D'accord? Et ça se sent vraiment quand on est avec les gens. Alors, ça s'exprime plus facilement à l'oral, hein. Oui, On a toute une littérature orale, des contes, les kabars. On a des kabars magnifiques. Lorsqu'on entend les gens parler, ils parlent bien. On est très content de ça. On adore ça. On adore ça. Et on a aussi des grands poètes. oui, Et cette appétence-là, ça s'exprime beaucoup par la poésie. Et comme c'est oral, ça s'exprime oralement. Lorsque je vais à Madagascar, dès que je peux, je vais assister à des réunions de cercles de poètes. Hein. Il y a le phare Boulanassin, c'est le plus connu, mais il y a des phares Boulan un petit peu partout au Madagascar. oui. Et les gens se réunissent une fois par mois ou une fois tous les 2 mois et se récitent leurs Leurs œuvres? poèmes. Hein. Ok, Et donc ça, c'est une dynamique qui existe depuis longtemps et c'est encore très fort en ce moment. d'accord. On peut entendre de la poésie. Il y a des réunions de poètes qui se récitent leur poésie et des fois aussi, ils sont écrits, tapuscrits et ils se les échangent. S'ils ont un peu de moyens, ils font des petits livres avec. D'accord. Bah, écoute, je Et connaissais ça, pas. ça existe à côté, donc ces clubs de poésie-là, ça existe à côté des clubs de kabar qui apprennent à faire des kabars et puis et très très dynamique aussi. Notamment, il y a de plus en plus de femmes qui se lancent dans les kabars, qui auparavant on a dit que c'était interdit aux femmes. Oui, c'est Hein, vrai. ça a évolué là-dessus. Ouais. La présidente euh, c'était une femme qui est restée très longtemps présidente des Picabars Malagas, D'accord. des 10 ans depuis 2010. Ouais. C'était une femme qui tenait les rênes. Et il y a Ouais. beaucoup de femmes qui apprennent à faire des kabars maintenant. Donc il y a vraiment une dynamique en poésie, en kabar, en tout ce qui est littérature orale. Il y a une grande dynamique. Dans l'écrit, on manque de moyens. Et donc, il y a très peu de maisons d'édition malagasy. Oui. Oui. Mais il y en a qui se développent. Cette année encore, par exemple, l'édition J'ai Malgache, euh, donc c'est Marie-Michel Razaf Salam qui a créé des éditions J'ai Malgache au début des fin 98, je pense, ou 2000, par là. Euh, on faisait les éditions comme ils pouvaient. Hein. C'est ce que je veux dire, c'est que le marché étant petit, inexistant à l'époque, c'était Oui. vraiment les premiers qui n'étaient parce que en fait, avant Marie-Michel, avant les années 90, euh, les éditeurs malgaches, c'était plutôt des éditeurs euh, euh, de religion. D'accord. Les religieux, c'est soit protestants, soit catholiques, Ouais. et Bon, voilà. Donc, ils éditaient des choses autour de la Bible, les cantiques. ouais. Ouais. Et, et, euh, et il y avait très peu d'éditeurs comme Librairie Mix qui éditaient des ouvrages profanes, qui a édité une mission de Daniel Ndjemalal, par exemple. Non. C'était un Ouais. libraire qui s'est improvisé éditeur Ouais. Ouais. pour faire exister ces beaux textes. Tout à Et, fait. euh, Marie-Michel, c'est la première à faire de l'édition pour enfants, mais avec les moyens qu'il y avait à Antananarive. Ouais. Ouais. Maintenant, cette année, elle a créé une nouvelle édition, cette fois-ci spécifique pour adultes. Et donc, D'accord. j'espère, il y aura des nouveaux romanciers qui apparaîtront, des nouveaux textes qui arriveront avec elle. Donc, l'édition existe, très petit marché, et donc du coup, c'est long, c'est vrai, c'est long. C'est Mais long. par contre, il y a une dynamique. L'écriture existe en tout cas, les auteurs existent. Ouais. Hein, des auteurs qui écrivent en malagasy. Euh, je peux en citer comme ça, ou Bina par exemple, ou Somiel Mananzar, ou
Ouais. euh, Que tu as traduit d'ailleurs. Oui, 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 tout à oui, fait. alors eux, c'est vrai que je les ai traduits en français, Ouais, ouais, je ouais, crois, pour L'aide de Lémurie et également ouais, pour un recueil de nouvelles pour Semer l'Indémananza, ouais. mais et qui parle de Madagascar de maintenant, en malagasy, qui parle de nous, et c'est très important de les faire entendre. Notre société a besoin d'un miroir pour lui faire voir comment il évolue, comment elle évolue, Exactement. même si c'est un miroir déformé par l'auteur, par son point de vue. Mais c'en est un. Ce n'est pas grave, on a besoin de ça. Oui, Et donc, il y a des gens qui écrivent. Ce qui est difficile, c'est de transformer ces écrits-là en livres, parce que là, c'est une histoire de moyens. oui, Euh, je pense que de plus en plus de malgaches aussi, parce qu'on dit qu'on est pauvre, et donc on n'a pas les moyens d'acheter des livres. mm, Mais c'est pas juste la pauvreté l'excuse. mm. En fait, on a C'est une quoi? élite riche qui n'attache pas beaucoup d'importance Ouais. aux écrits malagasy. Mm. Et, il y a des librairies françaises à Tana et ça marche bien. Et ils vendent des ouvrages français. Parfait. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait que on s'intéresse pas à nous, en fait. Bah, écoute, Mais il faut emmener, on peut créer ce public-là, c'est ce qu'on essaie de faire ouais, euh, avec Dodo Vol, ouais, en faisant une politique très volontariste pour envahir les bibliothèques à Madagascar. tout à fait. Hein, et Et ça rejoint ce que tu disais hein, sur ce miroir et puis peut-être c'est peut-être dur comme terme, mais un peu un mépris de soi. Donc, on va plutôt aller chercher la culture de l'autre, mais on ne va pas oui. chercher sa propre culture. Mhm. Mais c'est Euh, en train de changer. Oui, oui, je constate aussi que c'est en train de changer. Ça ne change pas du jour au lendemain, évidemment, ça met du temps. c'est long. Mais de plus en plus, on rend compte qu'il y a quelque chose d'étrange dans notre vie. Rien que pour dire, à mon époque, quand j'étais enfant et adolescent, euh, les écoles où on parlait le français, c'était les écoles françaises. Donc, il y avait le lycée Mm, français. mm. Maintenant, le français fait partie vraiment de, L'enseignement. de l'enseignement dès la primaire. Et donc, on entend, il y a beaucoup d'écoles francophones à Tananarive, du moins, mais il y Oui, en a aussi en province. Et puis, on marche dans la rue comme ça et on voit des petits malgaches parler français entre eux avec un drôle d'accent. oui, Et on s'est dit, ah bon, c'est plus, ils ne sont pas accompagnés de français comme s'ils sortaient de l'école française. Non, non, c'est des malgaches d'école francophone et voilà, qui baragouinent du français. Et, euh, et en fait, ça aussi, c'est un miroir, il y a un effet miroir. Les adultes malgaches se rendent compte et se disent, ah zut, nos enfants parlent plus malgache parce qu'à force de vouloir poursuivre cette modernité, la- euh, on se perd nous-mêmes en fait. Et ouais, donc, il y a la réflexion inverse qui vient. aussi. Mm, Et c'est bien, c'est mieux si c'est accompagné de bien sûr. connaissances, de partage de connaissances, euh, pour que ça ne soit pas juste l'enveloppe qu'on chope, Encore hein, une fois. comme on essaie de faire actuellement avec le français. Encore Et une que fois. les maisons d'édition se développent, les Ouais. écritures se développent, les clubs se développent, tout ça euh, pour mieux accompagner notre évolution, parce que c'est sûr, on a besoin d'évoluer aussi. Alors, Douar, le temps passe très, très, très vite. Je crois qu'il y a plein d'autres sujets qu'on aimerait, dont on aimerait discuter avec toi, soulever avec toi. Je vais passer aux questions rituelles de Diapason. Il y a deux, trois questions rituelles. La première, c'est, alors tu es écrivain, c'est pas simple, mais est-ce qu'il y a un livre, une citation, un ouvrage, un film, je sais pas, quelque chose qui te porte, quelque chose que tu voudrais peut-être partager ici et qui est important pour toi? Euh,
Alors, on parlait de dynamique actuelle des littératures de notre zone. Oui, Voudrais parler d'un coup de cœur que j'ai eu pour le livre de Marie Rinzanour qui s'appelle Feu, fièvre et forêt. Feu, oui, fièvre et forêt, qui est paru l'année dernière. On est très fiers chez Lettres de Lémurie. On était les premiers à publier une nouvelle d'elle dans les Lettres de Lémurie. oui. Elle a sorti un premier roman. C'est vraiment une preuve de la dynamique des littératures chez nous. Parce que, donc, voilà encore une jeune femme éduquée à Madagascar. Elle est venue faire ses études en France. Mm, Elle écrit aussi en français, parce que c'est l'éducation qui veut ça, oui. et qui écrit admirablement bien. Donc, oui, si, ça, c'est un coup de cœur. Euh, Ok, ok. On prend ce coup de cœur et je crois que vous allez vous retrouver d'ailleurs parce que vous serez, toi, tu seras présent à ZAM les 5 et 6 octobre prochains. Euh, oui, 2 jours consacrés à la résilience, à la culture, à plein de sujets concernant Madagascar à Paris. Donc, je crois elle s'y trouvera aussi. elle y sera aussi. Ah, ben, c'est super. C'est super. Moi, je reviendrai juste de Madagascar, là. Euh, Bon, bah, écoute, on s'y retrouvera tous avec plaisir. Et du coup, l'autre question, c'est oui. qui d'autre peut-être qui d'autre tu recommanderais ou tu nous recommanderais d'inviter ici sur ce podcast de Diapason? T'es pas obligé de répondre tout de suite, mais Ah, si merci. tu as une idée très spontanée, on la prend. S'il faut demander la permission à la personne, je comprends aussi. Et voilà, Euh, c'est quelque chose qu'on lance parce que, d'accord. comme tu sais, c'est un jeune think tank et on trouve aussi qu'élargir élargir notre réseau, élargir en fait le champ des personnalités que l'on a ici, c'est l'une de nos ambitions. Donc, si tu as quelqu'un à nous D'accord. recommander, tu nous dis. Alors, ça, c'est ce qui me vient à l'idée. C'est relatif aux études que j'ai fait pour préparer mon dernier roman. OK, Euh, et j'ai découvert une association à Madagascar qui ouais, s'appelle Nifnakang. Nifnakang, c'est la plante qu'on utilise, c'est une plante abortive qu'on utilise pour faire avorter les femmes enceintes. Alors, d'accord. l'avortement est illégal à Madagascar en ce moment. Oui, Pour n'importe quelle raison, c'est illégal. C'est-à-dire que si tu fais un avortement ou si tu pratiques l'avortement sur quelqu'un d'autre, tu peux aller en prison jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et si tu as des qualifications médicales, tu les perds. Si tu as des titres médicaux, tu les perds. Et Nifnakang, c'est une association aussi qui essaie d'avancer cette cause de femmes euh, d'accord. à Madagascar. Et je trouve que c'est très important ce qu'elles sont en train de faire dans cette association. OK. La présidente est Kim Baranaville. Ah oui, Alors voilà, c'est peut-être important de donner une tribune à cette association pour faire connaître leur cause parce qu'elles n'arrivent pas en fait. Elles ont eu une députée femme donc qui ont proposé euh, la loi sur l'interruption thérapeutique ah, des grossesses, c'est-à-dire lorsque la santé de la mère est en jeu, oui, on devrait pouvoir faire un avortement ou dans un cas de viol ou dans un cas d'inceste. oui, Et ben cette proposition de loi elle a essayé de l'introduire 2 fois, en 2020 et en 2022. Les OK. 2 fois, ça a été mis sous le tapis. C'est-à-dire que c'est un comité d'hommes, de députés hommes, qui propose l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Donc, une députée a beau le proposer. Si ce n'est pas mis dans l'ordre du jour, on n'en discute même pas. Donc, 2 fois de suite, cette proposition de loi a été enfouie sous les boisseaux. Oui, Euh,
Et donc, voilà, on ne parle pas de l'avortement à Madagascar parce que c'est contre, soi-disant, des traditions, contre notre religion Ouais, traditionnelle, je ne sais pas. Euh, et on n'en parle pas parce que c'est contre nos valeurs. Alors, qui c'est qui détermine ces valeurs? J'ai beaucoup de questions là-dessus. Je ouais, pense qu'on devrait au moins en discuter. bien sûr. Évidemment, Ah, je c'est n'ai pas la prétention de remplacer l'Assemblée nationale, mais pour moi, on en discute. Mais voilà, il faut pas enterrer le ils ne sujet, veulent en même fait. pas qu'on en parle. Il faut pas enterrer le sujet. Euh, Il faut au moins en Nifnakan, discuter. voilà. Et Nifnakan, ces derniers mois, ont changé de stratégie. Parce qu'ils ont vu que ça n'aboutissait pas à l'Assemblée nationale. Elles font Ouais, des études. Donc, elle promet des bourses à des chercheurs d'accord. pour étudier les choses autour de l'avortement. Pourquoi c'est contre nos valeurs? Pourquoi on n'en veut pas? Quelles Oui, sont les conséquences d'un avortement, de la pratique de l'avortement illégal à Madagascar? Il y a oui, plus de morts que de biens. Hein. Ça, et l'association Nifnakan fait vraiment un travail intéressant là-dessus. Et je d'accord. pense que c'est bien de leur donner une tribune pour qu'on puisse faire connaître leurs travaux. Bah, Voilà. écoute, avec plaisir, avec plaisir. Et puis, ce sujet de l'avortement, tu l'as d'ailleurs aussi évoqué dans le Tribunal des Cailloux. Oui, c'est à cause du roman en fait que j'étais emmené à connaître Nifnakan Ouais, et que ouais, j'ai trouvé. j'imagine, j'imagine. Zouar, un grand merci. Comme on se l'est dit off quand on a préparé ce podcast, je pense qu'on aura des occasions d'en refaire d'autres. Moi là, j'ai la petite frustration de ne pas forcément être allée dans tes livres de façon plus approfondie et de façon plus littéraire, mais l'idée aujourd'hui, c'était de te présenter, de tracer ce parcours et de montrer toutes ces initiatives et toutes ces actions que vous menez à différents niveaux. Donc, un grand merci à toi. Quel serait un peu ton mot de la fin? Merci beaucoup, Diapason. Merci, Rian. Parce que euh, euh, pourquoi je disais, j'ai envie de te dire merci, bien entendu. Mais en fait, on accorde pas beaucoup d'importance à la culture et bien sûr beaucoup moins à la littérature malgache, même entre nous. Et donc, je te remercie vraiment de, de considérer la littérature malagasy. Et écoute, Voilà. avec plaisir. Moi, Merci. j'ai un petit passé littéraire, donc ça fait partie de mes passions aussi. Mais en tous les cas, un grand merci à toi. Et puis on te retrouve à ZAM et puis à travers tous tes livres. On partagera tu sais, dans les notes du podcast, ton blog et les livres pour que les gens, effectivement, les auditeurs puissent aller te découvrir, que ce soit pour les livres pour enfants, que ce soit pour tes romans ou tes fictions. Voilà. Mais encore une fois, à bientôt et merci à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, Irène.